Bonsoir à tous et bienvenue dans la Voix de la famille. Je suis Daisy Wedji et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce nouvel épisode. Et bien évidemment, nous espérons que vous serez richement édifiés et richement bénis. Alors aujourd'hui, j'ai des personnes merveilleuses sur le plateau, vraiment merveilleuses, et je vais les présenter bien évidemment. Alors bonsoir Yanis. Bonsoir Daisy. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous. Normal. Bonsoir Théophile. Bonsoir Daisy. Ça va? Par la grâce de Dieu. Super, merci d'être ici avec nous. Et nous avons Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Daisy. Tu vas bien? Très très bien et toi? Super, il va un peu nous éclairer et nous aider à regarder à explorer tout simplement notre thème en fait. Il va nous aider à explorer notre thème. Alors en parlant du thème, aujourd'hui on va aborder un thème qui est quand même important, un thème qui peut être même parfois assez difficile et douloureux même. On va parler de la prison et plus précisément, on va parler de comment la prison peut impacter et bouleverser un équilibre familial. Et pour commencer, en fait, il faut savoir qu'est-ce qui se passe entre l'homme et la prison. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi, Pierre, pour te poser cette question. Quelles sont les conséquences que peut avoir la prison sur la vie d'un homme? Des conséquences physiques, mais aussi des conséquences, surtout, j'ai envie de dire, psychologiques. Alors, tout simplement, je me suis permis de faire quelques petites recherches pour nous aider à répondre à ces différentes questions ce soir. Et tout simplement, un des premiers vraiment bouleversements qu'on peut constater chez les prisonniers d'une manière psychologique, on va dire, c'est vraiment le fait d'abord d'être emprisonné, donc d'être isolé, de se retrouver seul. C'est une des choses qui est très difficile et c'est le premier impact que ça a en fait sur le prisonnier. Donc tout simplement, le prisonnier est seul, il se sent enfermé et chaque individu en fait a sa manière de réagir. Donc on ne va pas dire qu'il y a une manière générale pour tout le monde. Il y en a certains peut-être qui vont devenir fortement dépressifs, donc qui vont aller vers la dépression. Il y en a d'autres qui vont potentiellement devenir paranoïaques, si je peux le dire également d'une certaine manière. Et on constate également d'autres facteurs, je vais essayer de parler des facteurs également physiques, c'est que lorsqu'on entre en prison, généralement on se rend compte qu'il y a directement une action également sur notre corps. Donc le fait d'être enfermé, en fait, le corps se retrouve en fait comme dans un mode de survie. Donc on est là pour survivre, le corps veut survivre. Et il y a différentes réactions, il y a des réactions physiques, donc on peut avoir des prises de poids, des pertes de poids liées en fait à cet enfermement. Il y en a qui se mettent à plus manger, donc qui perdent l'appétit. Il y en a d'autres qui se mettent au contraire à beaucoup manger. Il y en a d'autres également qui cherchent à tout simplement communiquer en fait au travers de leur physique, de leur corps. C'est-à-dire que pour les prisonniers, il y en a certains qui vont se mettre à faire du sport, donc voilà, chercher à répondre à ce besoin d'isolement, d'enfermement. Et il y a également des détenus, au contraire, eux, vont se retrouver peut-être avec des blessures, des marques en fait, qui révèlent tout simplement l'état qui peut être intérieur, mais on va se rendre compte qu'on peut le voir également à l'extérieur. Et ces marques physiques sont le moyen également pour eux de communiquer. Certains ne peuvent pas forcément toujours parler, mais au travers de ce qu'ils ont vécu, de leurs blessures, de leurs changements physiques, on peut se rendre compte également qu'ils passent un message. Wow. Merci beaucoup pour tes réponses, Pierre. Et donc, du coup, je vais me tourner vers nos invités. C'est vrai que, fut une époque, vous étiez plus jeune et vous n'aviez peut-être pas la vie que vous avez maintenant. Et vous êtes passé par des moments très difficiles, dont la prison. Donc j'aimerais vous poser tout simplement cette question. Comment c'est arrivé? Comment vos démêlés avec la justice ont commencé? On va commencer avec Yanis et voilà. Moi, ça a commencé très tôt, puisque j'ai
je pense que la première fois que je me fais arrêter, j'ai 15 ans. Très tôt. Donc 15 ans, c'est l'âge de ma première incarcération. Mais ce n'était pas la première fois où je mettais les pieds en prison, puisque avec mon grand frère qui lui était incarcéré bien avant, j'avais l'habitude d'aller le voir. Donc c'est pas un lieu inconnu et c'est pas un lieu qui fait peur, puisque dans le quartier on dit que la prison c'est l'école de la délinquance. Donc voilà, ça fait pas peur. Donc première relation, premier contact en milieu carcéral très tôt et très jeune. Et la deuxième fois c'est 24 ans, où là je suis incarcéré pour des vols à main armée et j'encours une peine de 20 ans. Wow. D'accord. Okay, donc vraiment très jeune déjà tu as été plongé dans ça quoi. Et comme tu as dit, le fait d'avoir vu les parloirs, d'avoir visité, tu étais déjà dans cet environnement, en fait, dans cet environnement d'emprisonnement, En fait, c'est un environnement, oui et non, parce que quand tu... c'est pas quelque chose de gratifiant, ce que je vais dire, mais quand tu grandis dans un contexte assez particulier, dans des quartiers durs, où finalement la seule issue qui semble se présenter à toi, c'est de voler pour te sortir de la misère, ça fait partie de ta vie. La prison, ça fait partie de la vie d'un délinquant. Il va, il sort, il va, il sort. C'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas quelque chose qui rebute une personne. Ça fait partie de ma vie. Donc, quand je me retrouve en prison à 24 ans, premier abord, ça fait partie de ma vie. Normal, j'ai mes potes en prison. C'est pas un lieu qui m'est inconnu. Et j'ai fait une bêtise, je me suis fait arrêter. Ok, demain je ferai plus attention. C'est pas bien, c'est pas beau ce que je dis, hein, mais à cet instant, je suis tellement paumé et abîmé dans ma pensée que pour moi, c'est mon cursus, c'est la normalité. Après, c'est vrai qu'en plus, on peut se dire que c'est un peu une fierté limite de se dire que voilà, on suit un peu le chemin que tout le monde a suivi. Être incarcéré, c'est normal, ça veut dire, je sais pas, une espèce de fierté peut-être, non? Alors pour certains, ça peut être une fierté. J'ai fait de la prison, je suis un homme, c'est etc. Ça, exactement, pour moi, ça l'était pas parce que pour moi, quand tu fais de la prison, c'est que tu es mauvais dans ce que tu fais. En l'occurrence, si tu es bon, tu ne te fais pas arrêter. Donc si tu te fais arrêter, c'est que tu n'es pas bon, c'est que tu as fait une erreur. C'est la réalité. Quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, je lui dis change de métier. Si c'est ton métier de voler, change de métier parce que tu es mauvais. Mais bon, voilà, non, pour moi, c'était pas gratifiant. Je rentre en prison, voilà, je me dis pas, je suis... peut-être les faits sont gratifiants. Il est en prison parce qu'il a fait des braquages, c'est un homme. Quoique maintenant, ma définition de l'homme a bien complètement changé. J'imagine bien. Mais à cette époque, je suis tellement paumé, je le redis encore, et je suis pas là pour faire l'apologie de la violence ou de la délinquance, mais à cet instant, je suis tellement cassé en deux que... Voilà, c'est une étape de plus dans ma vie et puis il faut l'accepter. C'est normal, ok. C'est ça. Merci beaucoup Yanis. Et du coup, Théophile, toi, comment ça a débuté tes démêlés avec la justice et tout ce qui s'ensuit, quoi? Merci pour la parole. Moi, ça a débuté comment? Parce que moi, je suis arrivé en France, j'avais 20 ans. J'ai commencé... Fais bien attention pour ton micro. J'ai commencé... la délinquance en Côte d'Ivoire, d'abord à Abidjan. D'accord. J'étais un vrai caïd au quartier, tout ça et tout. Sachant que je suis fils de pasteur, mon père avait une église, tout ça et tout, j'étais un phénomène. Donc j'ai commencé là-bas par le vol, tout ça et tout, dans la quête de l'église, tout ça et tout, j'ai commencé. J'étais un phénomène. Et après sa mort, ma mère ne pouvant plus me supporter, elle a prié, elle a demandé à Dieu que je demandais à aller en Europe, tout ça et tout. Donc elle a facilité ce départ-là pour être tranquille parce que je devenais autre chose. Donc je suis arrivé avec ce bagage-là ici en France et direct je me suis retrouvé dans une bande. Dans les bandes, dans les années 80, 90, il y avait des bandes qui sévissaient sur Paris. Très violentes. Très violentes, voilà. Moi je faisais partie d'une bande à la Défense, les Black Dragons. Donc c'est là que je flirtais avec la prison jusqu'à ce que je me retrouve la première fois pour des problèmes de papier au fait, de séjour irrégulier, tout ça et tout. Donc j'ai même été rapatrié 2 fois en Côte d'Ivoire et je suis revenu à chaque fois. Donc j'ai commencé comme ça, des problèmes de papier, donc à chaque fois c'était ça, 3 mois, 2 mois. Et après,
c'est les escroqueries, la délinquance, Ouais. tout ça et tout. Donc, Toujours des petites... je suis rentré dans cet engrenage. C'est ça, exactement, ouais. Et moi, pour moi, la prison, quand j'y allais, en ce temps, pour moi, c'était un moment de repos, en fait. Wow. Parce que j'étais plus adulé là-bas que dehors. J'étais vraiment esclave. Et j'étais dans ce cycle-là. Tous les 2 ans, je partais en prison. Je me suis même marié en prison. Ma femme, ouais. On m'a escorté pour me marier. Donc, pour vous dire que j'étais vraiment, depuis mon enfance, esclave. Le diable me tenait parce qu'il y avait quelque chose sur ma vie. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, petit à petit. 3 mois, après je suis monté à 2 ans, truc et tout. C'est vrai, je rebondis un peu sur ce que tu dis, sur le fait qu'aller en prison, pour toi, carrément, c'était du repos, parce que c'est vrai que, en fait, certains pensent comme ça, en allant en prison, je suis nourri, je suis logé, dehors j'ai plus de problèmes qu'autre chose, autant aller en prison. C'est vrai qu'il y a ce phénomène aussi qui peut attirer ces personnes à juste vouloir retourner là-bas, en fait. Je suis avec mes camarades, etc. Et penser que c'est même normal. Donc ça aussi, c'est vrai que ça peut être assez, assez dur, en fait, pour certaines personnes. Au premier abord. Hein. Oui, j'imagine. Et quand on pense comme ça veut dire qu'on est seul. Bah, c'est ça. Après, c'est peut-être un autre sujet de discussion, mais des fois, il y a des contextes qui sont tellement compliqués qu'une personne, pas délinquant forcément, se dit qu'il est mieux qu'en prison, plutôt que dans ce contexte difficile où il est privé de tout. Quand on se balade sur Paris, on voit les réfugiés, c'est exactement ça. Des personnes qui arrivent par des bateaux dans des conditions précaires. Il est clair qu'ils sont mieux en prison parce qu'on leur donne plus d'attention, ils sont nourris, logés, ils sont au chaud plutôt que dehors en train de souffrir le martyre. Mais quand on est seul, maintenant, au-delà de ce contexte, quand on n'est pas seul, on voit les choses différemment. Il n'y a rien de gratifiant en voyant ses enfants pleurer au parloir. Il n'y a rien de gratifiant en traînant son épouse dans un parloir de prison. Il n'y a rien de gratifiant là-dedans. Parce que finalement, quand tu es incarcéré, c'est toute une famille qui est incarcérée. Tu ne la fais pas seule, ta peine. Ta peine. La prison, c'est la privation de liberté. C'est ça la prison. Tu peux toujours avoir une cellule dorée, n'en demeure pas moins que tu es privé. Tu es privé de ta famille, tu es privé des tiens, tu es privé de liberté. Et ça, tu es en souffrance. Il n'y a pas un homme en prison qui peut dire qu'il est heureux d'être en prison. C'est pas possible. Wow. Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, j'aimerais vous poser cette question, c'est vous, comment vous avez fait pour vivre cette période en fait, où vous étiez enfermé en fait? Comment vous l'avez vécu? Quels ont été les... Moi, la prison m'a ramené à la vie. Ça m'a ramené à la réalité. Au début, c'était compliqué parce que je me retrouve en prison, j'encours une peine de 20 ans. Donc, humainement parlant, sur le plan psychologique, c'est la double peine. La peine physique parce que tu es enfermé, la peine psychique parce que tu es complètement désespéré. Mais j'entraîne ma femme, mes enfants avec moi. Donc, mais au travers du rapport, de la relation qu'il y a avec ma femme et mes enfants, en fait, je vais renouer avec la vie, quoi. Les vraies valeurs de la vie qu'on ne m'a pas inculquées, qu'on ne m'a pas apprises. Je vais m'en rendre compte. C'est quoi d'être un père? Je reçois de l'amour. Je ne mérite pas qu'on m'aime, on ne m'a jamais aimé. Puis tout à coup, j'ai mes enfants qui me tendent les bras, qui me disent « Papa, je t'aime, je veux rester avec toi ». J'ai ma femme qui s'intéresse à moi, j'ai ma femme qui me voit dans des conditions précaires. On m'a toujours adulé parce que j'avais de l'argent. Ah, t'es mon pote, là je suis en prison, je suis tout seul. J'ai une femme qui est avec moi et qui me dit « Je t'aime pour ce que tu es ». J'ai plus rien, mais elle m'aime pour ce que je suis. Donc tout ça, ça me ramène à une réalité. La vie que tu menais, c'est pas ça. Celle qui t'a conduit derrière ces murs, c'est pas ça la vie. La vraie vie, finalement, c'est la vie que tu dépréciais hier. C'est ça. C'est ce gars qui se levait le matin, qui allait bosser pour nourrir sa famille et que tu ne respectais pas. Lui, c'est un homme. L'homme, c'est pas celui qui va faire du mal à son prochain pour avoir de l'argent, qui va vendre de la drogue. Ça, c'est pas un homme. L'homme, c'est celui qui se lève le matin, qui paye ses factures, qui s'occupe de ses gosses, qui paye ses amendes. L'homme, c'est celui qui ressemble à tout le monde, finalement. C'est monsieur lambda. Lui, c'est l'homme. Et là, tout à coup, ça me ramène à la vie. C'est ça. Ça me rééquilibre, ça me repositionne et je me remets complètement en question. Tous ces gars-là, en promenade, ces pseudo-personnes qui existent, en fait, la vie qui me présente, ce qu'ils représentent, j'ai même pas envie de l'être. Et mon avenir, il n'est pas dans les prisons. Mon avenir, il n'est pas là. Je ne veux pas voir mes enfants venir me voir indéfiniment en prison. Je ne veux pas construire ma vie au sein de ces réalités. La vie, c'est pas ça. En fait,
c'est un peu comme si c'était une fausse vie, ce que certains pensent en fait. En fait, c'est pas... Quand j'arrive en prison, pour moi, c'est pas une fausse vie, parce que c'est la vie que je me suis construite. Et elle est construite au travers de faits marquants de ma vie. J'ai vécu dans la misère. Donc, forcément, quand tu es dans la misère et dans la galère, eh ben, moi, j'ai trouvé une mauvaise solution pour exister, pour subvenir à mes besoins. Donc, je me retrouve en prison, mais voilà, c'est pas une finalité. Si tu travailles, tu es en âge de travailler. Maintenant, tu n'es plus en âge de subir. Tu as été victime hier, c'est pas la peine de vivre comme une victime. On ne va pas se victimiser indéfiniment. Donc, prends ta vie entre tes mains et bouge-toi. C'est exactement ça. Bouge-toi, soit un père, soit un mari, soit le père que tu n'as pas eu, soit le mari exemplaire pour ta femme, mais soit un homme. Voilà, merci. Merci beaucoup Yanis. Du coup, Théophile, toi, comment tu as pu vivre ces moments quand tu étais en prison? Cette période d'enfermement surtout. La période d'enfermement, en fait, moi, au fait, je suis quelqu'un qui a vécu pratiquement son enfance, sa jeunesse, ça et tout, dans une souffrance, avec une souffrance intérieure. Une souffrance intérieure que je n'extériorisais pas, mais je manifestais par des actes, par des comportements. Et je me suis habitué, au fait, J'avais ce voile-là, j'étais comme possédé, j'avais aucun sentiment. J'avais une femme qui m'aimait, qui malgré tout était avec moi, qui m'a donné de beaux enfants. Mais bon, j'étais dans cette inconscience-là, parce que moi, l'inconscience, aujourd'hui avec du recul, je me dis, mais le diable, il est vraiment méchant, il est mauvais, puisque comment il a pu me garder dans cet état d'inconscience jusqu'à... Parce que moi, il n'y a pas longtemps que j'ai fini ma dernière peine, au fait. J'avais 50 ans, j'ai 52 ans. Même quand tu étais en prison, à l'intérieur de la prison, tu te sentais comme si tu avais un voile à l'intérieur. Non, mais là, tu ne peux pas réaliser. Avec le recul, après, quand je me suis converti, j'ai vu que c'était un voile, que j'étais vraiment possédé. Comment je pouvais rester enchaîné dans cet état-là, et j'arrivais à m'en sortir, en fait. Parce que j'étais en prison, j'étais adulé plus en prison que dehors. Même dehors, les mêmes amis, je sortais, j'étais comme un héros. C'est considéré comme un héros. Je sortais d'une bande. En prison, il y avait les mêmes gars de la bande. J'étais toujours considéré comme un chef. J'étais là. J'avais pas de problème, en fait. J'avais pas de problème. Moi, pour moi, aller en prison et ressortir, c'était pas un problème pour moi. Mais quand tu étais à l'intérieur de la prison, ça veut dire que tu étais adulé aussi. J'étais adulé. J'étais comme un roi. J'étais adulé. Celui qui avait réussi. J'étais adulé. Tu avais de l'argent, j'imagine. Oui, il y a du business, il y a des trucs qui tournent. Et puis, bon... Tu étais là, tu gères comme un chef, comme si tu étais dehors, en fait. Donc, du coup, tu dirais que tu l'as quand même bien vécu, ton enfermement, malgré tout? J'ai pas bien vécu puisque je souffrais intérieurement. Okay. Quand on ferme les portes, c'est là que tu es en face de toi-même devant ton miroir et tu vois que tu es nul, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. Mais tu laisses pas paraître ça quand tu devant sors, les... Oui. Parce que tu es adulé, on te considère comme un Black Dragon, un chef. Et voilà, donc c'est ça le voile, c'est ça le voile. Mais la souffrance intérieure, elle est là. Et tu ne te rends pas compte que tu fais souffrir toute une famille, ma mère surtout, ma femme, mes enfants. Et je salue le courage de ma femme aujourd'hui, avec le recul, parce que moi, mon témoignage est assez atypique. C'est assez atypique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes fortes derrière certains détenus qui sont derrière, des femmes qui restent malgré tout et qui les soutiennent. Donc vraiment, on salue ces femmes pour qui ça peut être très difficile, mais malgré tout, elles restent derrière. Mais comment dire, le stress intérieur, parce qu'il y a un stress intérieur, malgré qu'on veut faire semblant devant tout le monde, je sais pas, devant tout le monde on veut faire semblant, il y a un stress intérieur. Ça, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous, je sais pas, vous faisiez du sport? Est-ce que, je sais pas, vous dessiniez? Est-ce que vous aviez un hobby pendant que vous étiez en prison? Chaque détenu a son exutoire. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu peux toujours te fabriquer un exutoire, que ce soit par la musculation. Je pense que c'est le sport le plus pratiqué en prison. Certains s'évadent avec la lecture, d'autres avec la peinture, d'autres prennent ce temps d'incarcération pour repasser des diplômes, pour apprendre un métier. Tout dépend de la perspective que tu as sur ton futur. Le stress, il y a plus que ça, parce qu'il faut passer une nuit en prison pour voir ce qui s'y passe. Je sais pas, à mon époque, hein, 18h, c'est l'heure où tout le monde
et elle rentre et puis tout le monde est devant la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a la fiole qui passe. Donc les médicaments, les antidépresseurs, hein, c'est la camisole psychologique, thérapeutique que les détenus absorbent pour mieux accepter, mieux tolérer leur incarcération, sans parler d'autres points de soupape. Mais toujours est-il que la prison, ça t'opprime, ça t'oppresse, ça te compresse, ça te détruit intérieurement. Petit à petit, la prison, en fait, ça te casse un individu. Quelqu'un qui a fait de la prison n'en ressortira jamais indemne. Jamais, jamais. Même moi, j'en ai pas fait beaucoup, hein, et ça fait des années que je suis sorti de prison, il y a toujours une marque qui me rappelle qu'un jour j'ai été en prison. Alors ça ne veut pas dire que cette marque, elle me fait souffrir, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Pour moi, c'est même le socle de mon ministère, puisque je vais en prison. Et quand je vois la marque, eh ben, je me rappelle où Dieu est venu me chercher. Et voilà, c'est en prison que je me suis converti, et c'est le message que j'apporte aux détenus. Mais toujours est-il que la prison, c'est pas un endroit où il fait bon vivre. C'est pas un endroit, quelles que soient les zones de soupape, quels que soient les moyens qu'on va utiliser pour essayer de s'évader, on ne peut pas s'échapper. La prison, c'est la prison. À un moment donné, quoi que tu aies fait dans la journée, il y a la porte qui ferme, les verrous qui claquent, clac, et c'est fini. Et tu te retrouves face à toi-même. C'est ça. Hein, pire des compagnies, en face de tes murs. Waouh, merci beaucoup Yanis. Est-ce que Théophile, toi tu avais un exutoire, c'est du sport peut-être Moi, vous voyez ma charisme, moi c'est le sport, beaucoup de sport, beaucoup de sport. Yanis, lui, dans son cas, il cherchait des perspectives, tout ça et tout. Moi, je prenais des contacts pour sortir plus puissant encore. Donc, et je ne pouvais pas dormir si je ne fumais pas. Je fumais le shit, la drogue. Je ne touchais pas aux médicaments, mais j'étais plus hashish. Et sans ça, je ne pouvais pas dormir. Donc, je passais mon temps comme ça, avec des relations, chercher des relations plus puissantes, des vrais contacts, pour sortir plus puissant encore. Et le sport. C'était pas difficile. Et les petits travaux. Tu voulais étoffer ton réseau. Mon réseau, voilà. Tu voulais sortir encore plus puissant. Tout plus puissant. Donc, Et c'était pas difficile de se procurer la drogue Non, mais pour moi, c'était pas difficile de se procurer la drogue. Mais pour moi, c'était pas difficile. J'étais considéré comme un chef. Bah oui. Donc, je claquais des doigts et j'avais ce que je voulais. C'est ça. Je pense que même ce que je ne pouvais pas faire dehors, je le faisais en prison. J'étais ça en prison. Et c'est vraiment un monde à part. À en parler, là, en ce moment, j'ai des frissons. Je tremble parce que je vois d'où je sors, d'où je viens. Et c'est toujours, jour après jour, que je m'avance avec le Seigneur, je comprends qu'il est merveilleux. Amen. Sa miséricorde durera toujours, sincèrement. Amen. En fait, on peut tout te donner en prison. Tu peux tout avoir. La prison, c'est une passoire, tout le monde le sait. Pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été comme ça, la prison. Mais il y a une chose que personne ne pourra te donner, mis à part Jésus. C'est la liberté. Amen. Amen. Ouais. Wow. La liberté dans la prison. La liberté dans la prison. Moi, quand je dis ça aux détenus, ils ne me croient pas, mais c'est en donnant ma vie à Christ en prison que j'ai retrouvé la liberté. Oui. Wow. Déjà la paix du cœur, déjà. Exactement. La paix, parce que le voile tombe, tu vois combien d'années tu as perdu, tout le mal que tu as pu faire à ton entourage, tout ce que tu as pu créer avec cette vie-là de détenu, parce que avoir un frère ou un mari détenu, c'est quand même salissant en fait. Ça honore pas, ça honore pas. À chaque fois qu'on demande où est ton mari, c'est ça. Et elle. Et voilà, donc je sais pas, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et franchement, vraiment gloire à Dieu pour vos témoignages. Du coup, je vais me tourner vers toi, Pierre. Tu vas un peu nous éclairer par rapport à notre question. Pierre a le rôle d'expert aujourd'hui. Il essaye de nous aider. Il nous éclaire un peu sur le sujet. Il fait ça. C'est quoi les différents facteurs qui peuvent amener une personne à rentrer dans la délinquance, en fait? Alors, donc, les différents facteurs qu'on peut retrouver et qui vont amener, en fait, certaines personnes à la délinquance. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que souvent, la délinquance, on le remarque très rapidement chez les jeunes. C'est-à-dire que selon les statistiques, on retrouve une tranche d'âge entre 13 et 17 ans. Wow.
Donc en fait, les jeunes commencent très tôt Ouais, ces actes criminels. Et on retrouve du coup différents facteurs sociaux. Donc comme facteur, on peut avoir par exemple des membres de la famille qui ont déjà un comportement, on va dire, antisociaux, donc antisocial, ou peut-être avoir un membre de sa famille qui a déjà été incarcéré. C'est-à-dire qu'on peut remarquer chez certaines familles, comme Yanis nous a donné l'exemple, son frère était incarcéré et par la suite, lui aussi, en fait, voilà, en connaissant déjà le milieu, lui aussi, en fait, s'est retrouvé incarcéré. Ça ne veut pas dire que directement avoir un membre de sa famille incarcéré implique cela, mais on sait que c'est un des facteurs qui amène la délinquance dans les familles. On retrouve d'autres facteurs comme la séparation des parents. C'est une chose qu'on retrouve très souvent. On constate également que le taux de délinquance augmente là où les familles sont divisées. Donc souvent, on peut retrouver donc un enfant qui se retrouve seulement avec sa mère. Souvent, on constate l'absence de père, donc un père qui n'est pas souvent là, un père qui est absent. Et on constate que cela entraîne en fait également l'enfant, là j'ai pris l'exemple des enfants de 13 à 17 ans, à se tourner vers la délinquance. On a d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs de l'environnement, là où on vit. On sait également qu'il y a certains quartiers, certaines villes qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, où certaines personnes pensent partir avec moins de chances que d'autres, et donc se tournent assez rapidement vers ces actes criminels, vers du vol, vers des crimes, des meurtres. On retrouve un phénomène très fréquent ces derniers temps, c'est les rixes. On en voit de plus en plus. Ces jeunes dans les quartiers qui n'hésitent pas à prendre un couteau, prendre toutes sortes d'armes pour pouvoir blesser les gangs adverses, les équipes adverses. On retrouve également des facteurs comme l'école. Vous savez, l'école. L'école, c'est un facteur important. Pourquoi? Parce que on constate une chose, c'est que la plupart des jeunes délinquants, si je peux dire ça comme ça, une statistique qui est faite, c'est que ces jeunes laissent ou abandonnent l'école plus tôt. C'est une des statistiques qu'on constate. Et malheureusement, on sait également que les professeurs, les encadrants ont également un rôle à jouer envers ces jeunes de 13 à 17 ans qui sont souvent délaissés. On sait également que les parents, souvent ils se disent ah là mon enfant sera à l'école, donc du coup voilà, il sera entre de bonnes mains, et donc du coup ne prennent pas forcément le temps de bien suivre les enfants, de bien éduquer les enfants. Et on se rend compte que voilà, l'école n'aide pas forcément les jeunes, ou parfois certains jeunes laissent l'école et donc se dirigent vers la délinquance. On retrouve également un truc très très simple, ce sont les facteurs socio-économiques. C'est-à-dire que souvent on constate que la délinquance vient des familles les plus précaires, les plus pauvres. Et ça pousse souvent les jeunes à aller voler, à aller dealer. Je peux très bien donner l'exemple. Moi aussi j'ai grandi en quartier. Et beaucoup de ces jeunes, beaucoup d'entre nous, si je pourrais dire, on se dirige vers le vol, on se dirige vers la vente de drogue, tout simplement pour avoir de l'argent. Parce que souvent, dans certains foyers, il y en a beaucoup qui ont les moyens, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément les moyens dans les quartiers les plus difficiles, et donc choisissent le chemin le plus simple de vendre pour essayer de subvenir à leurs besoins. Ça peut être pour eux, ça peut être pour leur famille. Parfois, certains pensent faire la bonne chose, mais ils prennent ces chemins-là qui ne sont pas forcément bons. Merci beaucoup Pierre. C'est vrai que en fait, ça commence tôt, la délinquance pour certains, vraiment très tôt. C'est-à-dire que déjà début collège, ça commence déjà à dealer, à faire des choses comme ça. C'est pour ça que c'est très important de prendre soin de nos enfants, en fait, prendre soin des enfants, de regarder ce qu'ils font, de s'intéresser surtout à ce qu'ils font. Parce que parfois, on passe à côté parce qu'on ne s'intéresse même pas à ce qu'ils font, en fait. On met ça de côté, on se dit, il est à l'école, il est au foot, et on fait confiance un peu à l'aveugle, je pense. Donc, je pense que c'est très important de s'intéresser à ce que font nos enfants pour pouvoir connaître même leurs problématiques, de quoi ils souffrent peut-être intérieurement, et ça pourrait sauver, en fait, tout simplement sauver de mauvais choix qu'on pourrait faire avec nos amis, certaines fréquentations ou X encore.
Merci beaucoup, Pierre, pour... Il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Bon, oui. Premièrement, heureusement que tous les enfants ne deviennent pas des criminels. Oui. Ça, c'est une chose. C'est pas parce qu'on est contraint à arpenter une voie durée difficile que forcément on va devenir un prisonnier ou un multirécidiviste ou encore aller plus loin. On ne devient pas un criminel du jour au lendemain. Il y a tout un processus, il y a tout un parcours derrière. Moi, je fais souvent les prisons, j'interviens souvent chez les prisons pour mineurs, dans les centres, et je vois les jeunes qui sont là. C'est souvent des facteurs comme il a été dit, mais il y a un rôle, le rôle de la société qui est important. Et la société se doit d'offrir, en tout cas, les moyens à notre jeunesse pour qu'elle puisse trouver sa place et s'épanouir dans ce qu'elle fait. On a beaucoup été dans la répression et pas forcément dans la prévention avec les jeunes. Ce qui fait qu'on a une génération qui est totalement endurcie. Aujourd'hui, les jeunes sont endurcis contre eux-mêmes, ils sont endurcis entre eux et ils sont aussi endurcis contre la société. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact entre les policiers et les jeunes dans les quartiers. Ce contact est rompu, la communication est rompue. À mon époque, c'était pas forcément comme ça, parce qu'il y avait quand même un respect. Je ne sais pas pour toi, mais il y avait quand même un respect entre les policiers et nous dans le quartier. Mais aujourd'hui, je vois qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Tout ça, ça s'est effacé et il y a un rapport de force. Alors forcément, ça crée beaucoup de colère, beaucoup d'animosité. Et j'ai plus l'âge, j'ai plus 16 ans, mais je vois dans des quartiers qui sont pour moi des prisons à ciel ouvert. Hein. C'est pas Mamadou qui a construit la cité, c'est la société qui a construit la prison. Donc on enferme des jeunes dans des prisons à ciel ouvert, on leur donne un parc pour qu'ils fassent de la muscu, qu'ils jouent au foot, avec une MJC pour qu'ils se réunissent entre eux, et puis on met des caméras tout autour. Mais comment on peut dire à notre jeunesse, épanouissez-vous dans ces conditions? Ce n'est pas possible et ce n'est même pas acceptable. Et c'est pour ça qu'ils sont endurcis. En fait, on n'arrive pas à écouter notre jeunesse, on ne sait même pas ce qu'elle veut et notre jeunesse n'arrive pas à s'identifier à la société. Donc, il y a beaucoup de travail en amont qu'il faut effectuer avant de faire de la répression. Et quand on voit un jeune en prison, bah, c'est pas simplement son échec, c'est l'échec de la société, c'est oui l'échec des parents, mais c'est une succession d'échecs finalement. C'est une succession d'échecs qui a mis ce jeune en échec. Mais à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 24 ans, à 25 ans, il y a encore des moyens de récupérer, de rattraper, de reconstruire et de changer la personne. Elle est récupérable. Totalement, merci. Merci beaucoup Yanis pour ce que tu as dit. Et du coup, je me retourne encore vers vous. On va parler un peu plus famille, la famille quand vous étiez en prison. Comment vous arriviez à communiquer en fait simplement avec votre famille? Est-ce que c'était parloir? Est-ce qu'il y avait des téléphones un peu cachés qu'on arrivait à prendre? Comment vous arriviez à communiquer avec votre famille? Faut arrêter de regarder les films. Moi par courrier, mais moi, ma prison, quand j'y allais, ma femme est témoin, je voulais la faire seule. Je ne voulais pas la mêler à ça. En fait, à chaque fois, je lui disais, sincèrement, j'avais ce petit grain de conscience-là. Je lui envoyais un courrier pour lui dire, c'est le moment de chercher un homme. Parce que moi, j'ai un problème. Je ne peux pas être un père de famille exemplaire ou conscient pour qu'on avance dans la vie. C'est le moment de me quitter. Parce que moi, je ne sais pas combien de temps je vais faire ici. Et je lui ai envoyé plusieurs lettres comme ça. Mais elle n'a pas lâché. C'est la grâce de Dieu. Donc, c'était par courrier, par téléphone, quand il y a eu les téléphones après. Voilà quoi. Donc, il y a des facilités. Hein. Le téléphone, ça se jette là-bas et tout. Ça se jette en prison. C'est le marché, quoi. Et comme tu as une équipe autour de toi, tu as ton équipe. Voilà, le téléphone, c'est pas un problème. Ça facilite. Ah oui. D'accord. Ouais. Et toi, du coup, Yannis, c'était plutôt comment? On a le droit au parloir. Alors, pour ceux qui sont jugés, c'est 1 fois par semaine. Ceux qui ne sont pas jugés, c'est 3 fois par semaine, une demi-heure. Donc, premier contact physique.
Après, bien sûr, à l'époque où j'étais en prison, c'est le courrier. Le courrier, c'est super important. Super important parce qu'une lettre, finalement, c'est un lien, c'est une marque d'attention. Voilà, et ça veut beaucoup dire, une lettre, quand tu es en prison. Et puis, les photos. Parce que tu mets des photos et puis ça te rappelle des souvenirs. Et puis, tu te souviens des bons moments que tu as passés dehors. Et puis, c'est là que tu réalises que finalement, la liberté, elle a de la valeur. Que finalement, il y a ces moments que tu passais avec ta famille, c'était super important. Tu regrettes. Tu regrettes et puis tu prends des bonnes décisions. Tu t'aperçois que l'argent n'achète pas tout. En prison, on dit que l'argent fait de toi un roi, mais c'est faux. L'argent ne te donne pas la paix. L'argent ne t'achète pas l'amour d'un enfant. Ton enfant, il vient te voir en prison, il t'aime, que tu sois millionnaire ou pauvre, il t'aime quand même. C'est pas ton argent qui va lui donner, qui va mettre plus d'amour dans son cœur pour toi. Donc l'argent ne fait pas tout. L'argent ne te donne pas la liberté. Donc tu réalises pas mal de choses, tu te remets en question. Et puis quand t'en sors, t'oublies pas, surtout t'oublies pas. T'oublies pas que à cause de certains faits, tu as été privé de liberté, tu as été privé de ta famille, tu as été privé de tes enfants. Et tu vas jamais rattraper le temps, certes, tu as perdu ton temps, mais à partir de maintenant, tu vas utiliser ton temps comme il le faut. Super, waouh, merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, on va rejoindre notre chère Anne reporter. Elle est partie à la quête de réponses de personnes par rapport à notre thème. Est-ce qu'on est en connexion avec Anne? Oui, Daisy. Super, salut Anne, tu vas bien? Salut Daisy. Super, je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu rayonnes. Donc, du coup, tu nous as fait un reportage. Tu es partie à la quête de réponses par rapport à notre thème, du coup, la prison et surtout le bouleversement qu'elle peut avoir dans la vie familiale. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Donc j'ai fait un micro-trottoir dans la ville de Dourdan plus précisément. Donc j'ai interrogé les habitants de cette ville en question. Pendant ce micro-trottoir, donc j'ai pu interroger plus d'une dizaine de personnes en tout cas. Et les avis étaient... je vous laisserai voir par la suite. J'ai également pu interviewer Sophie, qui est donc l'ex-femme d'un ex-détenu, ou d'un détenu en tout cas. Et du coup, je vous laisse avec cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur le micro-trottoir d'Anne Beau. Je vous emmène avec moi dans les routes de Dourdan afin d'interviewer certains habitants. Venez avec moi. Vous vous appelez comment? Adam. Ok, moi c'est Anne et ça c'est Chlorane. Okay. Donc la première question c'est, avez-vous un proche en prison? Pas à ma connaissance. D'accord. Non, pas du tout. Non. La deuxième question c'est, pensez-vous qu'il est simple pour une personne qui a fait de la prison de se réinsérer? En vrai, ça dépend de ce qu'il a fait. Non, pas du tout. C'est sûr. Non, je pense pas. D'accord. C'est compliqué parce que, comme vous disiez, il faut que, enfin, faut trouver, faut d'abord dans le dans le milieu du travail déjà. Le fait qu'ils soient allés en prison, ça leur met forcément une étiquette et du coup tout de suite les employeurs généralement ils ont du mal. Ça doit être marqué sur le CV ou généralement les employeurs ils vont accès à ça et je trouve ça normal. Mais je sais qu'il y a certaines entreprises qui aident justement avec l'État à réinsérer les personnes qui sortent de prison et tout ça. Parce que du coup, moi, je bosse dans une entreprise comme ça. Ah, ok. D'accord, ok. Et du coup, cette entreprise, du coup, elle touche quelle thématique? Comment elle fait pour insérer les personnes? Du coup, c'est une entreprise dans le bâtiment. D'accord. Sur la semaine de travail, il y a une journée où c'est consacré à aider les personnes à trouver un vrai emploi stable, tout ça. Du coup, ils sont en contrat d'1 an dans l'entreprise. D'accord. Pendant l'année, ils essayent de trouver soit du coup, un nouveau travail sur une longue durée, ou sinon ils essaient de trouver des études à refaire par derrière. Et, il y a des aides de l'État, il y a de la mission locale à débloquer aussi. D'accord. Que c'est à eux de s'en sortir, d'essayer de s'en sortir surtout. Et enfin, voilà, d'accepter qu'ils sont dehors, qu'ils sont plus dans une cage, j'ai envie de dire. Donc non, c'est pas facile. C'est à eux de s'en donner les moyens et que la société les accepte aussi. Donc voilà mon point de vue après. D'accord. Bah merci. Bah, je vous en prie. Ok, merci beaucoup. Au revoir, passez une bonne journée. Passez une bonne journée, au revoir.
Donc, bonjour Sophie, merci encore pour le fait que tu aies accepté d'intervenir sur l'émission et apporter ton témoignage en tant que membre, en tant que proche d'une personne qui a côtoyé la prison ou qui a vécu en tout cas cette vie-là. Donc, je vais te poser deux questions. La première, c'est déjà comment... je vais te poser trois questions, pardon. La première, c'est déjà présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Moi, c'est Sophie. Je suis à l'Église Parole du Salut. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, en mai dernier. Et là, actuellement, je travaille et je suis séparée de la personne avec qui on va un peu rentrer dans le témoignage. D'accord. OK. Donc, la première question, c'est comment as-tu pu gérer le fait que ton compagnon était en prison ou alors qu'il était supposé aller en prison en tout cas? C'était pas une supposition. Il y a été. Donc, c'est compliqué puisque moi, je sortais de la France. Donc, déjà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en revenant de la France. Je suis retournée au pays et je l'ai rencontré de cette manière à travers ma sœur. Donc, lui, il avait déjà un parcours que moi, je ne connaissais pas. Et en fait, j'étais déjà mineure, il faut le dire. J'étais mineure et je l'ai rencontré et on s'est fréquenté. Mais lorsqu'il a été arrêté, c'était un peu un choc puisque c'était la première fois que j'allais monter les marches d'un tribunal. Et c'était la première fois que j'allais entendre les plaidoiries, j'allais entendre tout ce qu'il y avait à entendre et voir comment les gens sont. Donc, c'est assez impressionnant pour une première fois et c'était la dernière aussi pour moi jusqu'à maintenant. Mais pour une première fois, c'était assez impressionnant, ne serait-ce que d'entendre les plaidoiries, ne serait-ce que de savoir qu'au final, la personne n'est pas innocente, donc dans le cas, il n'était pas innocent. Donc, oui, c'est compliqué en tout cas. C'est pas facile à gérer, mais c'était compliqué. Ok. Et quel impact ça a eu sur toi et également tes proches, du coup, vu que tu te retrouves dans cette relation-là, donc automatiquement, sûrement, ça a eu un impact pour toi, mais également pour tes proches autour de toi. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Comment toi, tu l'as vécu? Là, premièrement, avec ma mère l'aimait bien dans le sens où tant que c'était pas son beau-fils, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je l'ai fréquenté et que ma mère a vu qu'il est rentré en prison, déjà, c'est pour une mère, forcément, je suis sa dernière fille. Elle a pris le temps de me faire asseoir et de me dire, Sophie, ce n'est pas un homme pour toi. Elle me l'a dit clairement, elle ne s'est pas cachée pour ça. Et je pense qu'elle voyait beaucoup plus loin que ça, en fait. Donc, déjà, elle me l'a dit clairement, mais malheureusement, je n'ai pas écouté ma mère sur le coup. Comme tout jeune, on a envie de faire nos propres expériences, on a envie de vivre parce qu'on pense que c'est ça la vie. Et malheureusement, moi, je vais me retrouver dans une situation où lorsqu'il est incarcéré, donc tu es jeune, je vais à l'école, donc forcément, il y a le trouble au niveau de l'école parce que tu dois assumer que tu vas à l'école, tu dois assumer que tu vas au parloir. Donc, c'était très compliqué à ce niveau. Très compliqué, non seulement parce que j'étais mineure, non seulement parce que je devais accepter ce rôle, mais en plus supporter parfois ce que je pouvais entendre parce que à l'extérieur, ça va toujours parler, on va toujours entendre des choses qui ne vont pas forcément nous plaire ou qui vont nous faire du mal ou des jugements sans nous connaître. Et moi, en tout cas, j'ai été confrontée à ça. Après, j'ai su gérer et assumer parce que mon caractère m'a un peu fait comme un bouclier. Je vais dire que mon caractère a été comme un bouclier pour moi. Donc, à ce niveau-là, ça, j'ai pu supporter. Mais c'est clair qu'au niveau familial, ça a été comme un tollé. Personne forcément ne s'attendait à ça. Et je pense que même aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même contents que je sois sortie dedans. Mais voilà. Et tu as également parlé du regard des autres. Du coup, je vais ajouter une question. Concernant le regard des autres, comme tu l'as dit, ton caractère a fait que tu as pu faire barrière, entre guillemets. Mais par la suite, en fait, comment tu le vivais, en fait, réellement dans le secret au final? C'est pas facile parce il faut pas oublier qu'il y a toujours cette partie qu'on oublie où quand la personne est incarcérée, il y a la partie où c'est la personne qui est incarcérée qui vit sa vie enfermée. Mais il y a la partie avec qui il partage, par exemple, sa vie. Moi, je sais qu'à l'époque, on se voyait souvent, on était tout le temps ensemble. Donc, forcément, ça fait toujours bizarre quand la personne qui a l'habitude d'être là, de te taquiner, de t'embêter, du jour au lendemain, elle est enfermée. Tu as la possibilité de voir cette personne enchaînée.
tu as la possibilité d'avoir une seule interaction avant qu'il rentre dans le fourgon. Donc, forcément, de mon point de vue, forcément, j'étais dévastée au début. J'étais dévastée, en plus, j'étais jeune, c'était ma première vraie relation. Donc, forcément, on a l'impression qu'on a tout perdu, en fait. On a l'impression que, voilà, c'est mon homme, il est rentré en prison, je l'ai perdu. Mais dans le fond, il y a eu cette partie du caractère, mais il y a eu cette partie aussi où j'ai commencé à me remettre en question aussi. J'ai commencé à me poser des questions. Parce que forcément, il y a eu la partie du tribunal où on entend des choses qui se disent et on commence à se remettre en question. On commence à se poser les vraies questions qu'on ne s'est pas posées avant de fréquenter cette personne. On commence à se les poser. Donc, ce n'est pas la meilleure des postures. Moi, je dirais, celle qui est à l'extérieur n'a pas forcément la meilleure des postures. Parce qu'on vit aussi parfois une certaine forme de moquerie que les gens ne sont pas au courant. On est obligé de se renfermer parce qu'il y a cette partie où la personne se renferme. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je me suis renfermée. Et quand les gens venaient discuter de ça avec moi, j'étais très brutale, très catégorique. Je me renfermais ou j'insultais. C'était vraiment une barrière, une défense pour qu'on n'ait pas à me juger, mais non plus à me faire porter en fait le fardeau de cette personne, même si en l'occurrence, moi, je l'aidais à le porter. Et déjà, merci pour ce témoignage, en fait. Et comme on en parle au passé. Donc aujourd'hui, tu te considères comme étant reconstruite par rapport à cette histoire-là, ou alors c'est quelque chose que tu es en train de faire au fur et à mesure encore? C'est un travail sûrement que tu fais encore sur toi, te redécouvrir, te redécouvrir, comme tu l'as dit, vu que tu te posais beaucoup de questions à ce moment-là. Et par rapport à ça, en fait, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est peut-être en train de vivre ça ou qui est en train de sortir, en tout cas, de ce sentiment de doute, de mal-être par rapport à cette situation-là? Un proche, quel conseil pourrais-tu lui donner? Bon, là, on a beaucoup synthétisé, mais la chose que j'aimerais dire, c'est que déjà, j'avais fait presque 10 ans. C'est-à-dire que le fait qu'il soit rentré en prison la première fois que j'étais avec lui, parce que ça ne faisait pas la première fois, mais en tout cas, avec moi, c'était la première fois, ça n'a pas empêché, en fait, que je ne sois pas restée avec lui. C'est-à-dire, il y a eu d'autres circonstances, il y a eu d'autres choses qui se sont passées qui ont fait que la relation s'est coupée un peu plus loin. Mais sur le coup, ça n'a pas été, en fait, pour moi, la prison n'a pas été un frein. Je ne vais pas dire que c'est la prison qui a été un frein à cette relation. Je ne vais pas dire non plus que c'est du fait que, voilà, je le voyais coupable et tout, que je pouvais dire que non, ça s'arrête là, etc. Non, parce on va dire qu'il y avait des circonstances qui faisaient que je pouvais lui pardonner sur certaines choses, en fait. Et c'est souvent, je dirais, la partie de l'iceberg que souvent on ne voit pas, en fait, chez les personnes qui rentrent en prison. Oui, il y a parfois des gens qui sont innocents, oui, il y a parfois des gens qui sont coupables, mais parfois les coupables ont toujours des circonstances, des choses qui font que. Et c'est là où je voulais rebondir. Mais moi, en tout cas, pour ma part, c'est moi qui ai décidé de mettre fin à la relation après près de 10 ans. Parce que malheureusement, j'aimerais dire, c'est parfois une relation qui est non seulement difficile et compliquée, mais parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent si la personne ne change pas. Moi, personnellement, j'ai voulu changer, j'ai voulu aller vers le Seigneur. Et c'est vrai que c'est un frein, en fait, à ce niveau, puisqu'on avait deux visions différentes sur ce point. Puis, c'était catégorique, l'Église, c'est pas ma place. Et moi, c'était les choses contraires où je me sentais, en fait, appelée à chaque fois, attirée. Mais justement, le fait que j'étais avec lui, je ne pouvais pas y aller parce que je retournais constamment dans le monde et je repartais en fait vers les vieux démons constamment. Et aujourd'hui, moi, quand je sais qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui sont dans la même situation et le meilleur conseil que je puis leur donner, en fait, c'est que si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'attache, commence à te poser les bonnes questions. Commence à te poser les bonnes questions dans le sens, est-ce que c'est ça que tu veux pour ta vie? Parce que la personne ne t'a pas dit qu'elle va changer. C'est la vie de cette personne, donc c'est son choix. Soit elle décide de changer, soit elle ne décide pas de changer. On n'est pas le Saint-Esprit, on ne va pas pouvoir le changer en un claquement de doigts. Et c'est souvent ce qu'on oublie en fait. Moi, humainement parlant, j'ai voulu aider cette personne. Humainement parlant, j'ai voulu aussi faire comme si j'étais Dieu et je pouvais venir et puis changer des choses dans sa vie. Et je me suis rendu compte à un moment qu'au lieu de changer les choses, c'est lui qui a réussi à me corrompre en fait dans les choses.
Donc, c'est là où il faut faire attention et ne pas, comme qui dirait, rentrer dans un moule sans savoir. Parce que souvent, on voit les choses comme ça et on pense que c'est la belle vie. Mais derrière ça, il n'y a pas une belle vie. Derrière ça, moi aussi, je me suis compromise. Les gens ne connaissent pas ce que c'est la passe. Moi, j'ai eu à faire des passes. Je n'étais pas fière de moi. Des passes où on doit rentrer avec certaines choses dans la prison. Donc, c'est des choses où, quand je me suis remise en question sur ces choses, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est ça que je veux pour ma vie? Est-ce que c'est ça? Donc, la question que quelqu'un doit se poser, c'est est-ce que c'est ça que je veux pour ma vie? Parce que souvent, on ne le dit pas, on ne va pas dire à quelqu'un, bah oui, bah, moi, je suis obligée d'entrer avec de la drogue, quelque chose pour mon compagnon. On ne va pas dénoncer ces choses. Malheureusement, quand la personne est enfermée, souvent, c'est des personnes qui sont des addicts aux drogues. C'est des personnes, franchement, qui fument. Donc, enfermés, ils veulent leur dose, ils veulent quelque chose. Donc, malheureusement, tu es obligé de faire ces choses que tu ne veux pas parce que tu as, comme qui dirait, tu t'es engagé dans quelque chose sans savoir. Et moi, c'était une des choses qui m'a le plus perturbée, c'est ces choses. Déjà, ça m'avait le plus perturbée. Après, il y a eu des circonstances atténuantes, il y a eu d'autres choses qui se sont passées quand même en 10 ans. Mais là, moi, aujourd'hui, je dirais toujours à quelqu'un, fais le bon choix. Là, tu penses que c'est la vie. Là, tu penses que voilà, tu as tout gagné parce que peut-être que là, il est en prison, mais quand il va sortir, il y a peut-être de l'argent dehors, il y a peut-être des choses qui font que tu as envie de rester là. Mais souvent, il y a une part de nous qu'on perd. Et c'est cette part-là, ça que beaucoup de jeunes filles oublient. En tout cas, moi, j'étais une jeune fille à cette époque. Et on oublie que dans cette vie-là, ça, il n'y a pas de cadeau, en fait. Il n'y a pas de cadeau. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de partager aussi ton témoignage et ton point de vue par rapport à ça. Vraiment, je te remercie que vraiment une personne puisse être touchée et parler. Tu as notamment parlé aux jeunes filles, vraiment qu'une jeune fille puisse entendre ce message-là. Parfois, c'est des choses dont parfois on peut avoir honte, des choses où personne ne nous comprend et on ne se sent pas compris. Le fait que tu puisses partager et parler par rapport à ça, c'est vraiment important et vraiment qu'une personne puisse être touchée et que ça puisse lui parler. Donc, merci Sophie et je redonne le micro à Daisy. Donc, merci pour ce reportage Anne Beau qui était vraiment très intéressant, surtout le témoignage de Sophie. On la remercie encore d'avoir fait ce témoignage. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce que tu as vu et ce que tu as expérimenté par rapport à ton reportage? Alors concernant le micro-trottoir, premièrement, faut bien comprendre qu'on était dans une ville bien spécifique, donc les réponses n'étaient pas forcément tout le temps variées. L'avis principal, c'était concernant la réinsertion des détenus. Est-ce que cette réinsertion est-elle possible? Et la majorité des réponses étaient que non. Comme vous avez vu, après, ils ont pu détailler également leurs réponses. Nous avons vu que des jeunes qui ont pu parler, en tout cas de proches à eux, qui ont fait de la prison. Et c'était les seules personnes, en tout cas, qu'on a pu interroger dans la journée qui ont eu cette réponse-là. Et concernant le témoignage de Sophie, c'était donc l'ex-femme d'un détenu et c'était vraiment intéressant, en tout cas, d'entendre ce point de vue-là, le point de vue de la femme d'un ex-détenu. Et donc voilà, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de faire ces entretiens. Merci à toi, Anne Beau. On se retrouve vite pour un prochain reportage. Du coup, je vais me tourner vers toi, Pierre, et je vais te poser cette question tout simplement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la réinsertion, en fait? La réinsertion d'un homme après qu'il soit passé en prison. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est plus facile que l'on imagine? Parce que souvent, il y en a, ils pensent que c'est facile, c'est tout cuit, enfin, on emmène et tout, certaines personnes. Mais peut-être que c'est un peu plus difficile que ça, non? Si je peux nous éclairer un tout petit peu sur ce point, je dirais tout d'abord la réinsertion est toujours difficile. Pourquoi? Tout simplement, lorsque un homme se retrouve en prison ou une femme, automatiquement elle est coupée de sa famille d'une manière ou d'une autre. Elle est isolée de sa famille et donc cela va demander en fait un effort de pouvoir réintégrer le cercle familial, l'environnement familial. Et ce que j'ai pu constater tout simplement, c'est que si vous êtes allé par exemple en prison pour un crime ou peut-être un viol, la famille tout d'abord doit avoir un temps où elle accepte ce crime, où elle accepte ce viol, où elle accepte
cette chose qui a été commise. On peut se retrouver dans des cas où les familles acceptent assez facilement et du coup accompagnent les maris, accompagnent les enfants, accompagnent les femmes dans ce processus. Mais on se trouve également dans des cas où ils ont vraiment les prisonniers ont vraiment du mal à réintégrer vraiment le cercle familial parce que sont rejetés par certains membres de la famille à cause de leur acte, sont parfois rejetés par des anciens collègues ou des voisins. Et c'est vraiment difficile pour eux parfois de pouvoir se réinsérer au sein de la famille. Mais je pense que la plupart du travail est quand même fait en général durant les temps de détention, là où les proches ont quand même la possibilité ou non de pouvoir avoir des nouvelles de leurs proches. Wow. Merci. Merci beaucoup Pierre pour tes réponses. Je vais nous retourner vers les invités. Est-ce que c'était difficile de savoir que, en raison de vos agissements, votre famille pouvait être jugée par d'autres personnes, c'est-à-dire leur famille à eux-mêmes ou des amis, etc. Est-ce que c'était difficile de savoir que là, à cause de certaines fautes que vous avez faites, directement ça a impacté votre famille? Premièrement, il y a un fait qui a été soulevé là, au niveau de la réinsertion. Pour les gens, c'est pas possible. J'ai bien compris, par Pierre qui soulève quelques points qui sont très particuliers, puisqu'il met en avant des actes quand même qui sont humainement difficiles à entendre. Heureusement que tout le monde n'est pas un criminel ou un violeur. Donc, il y a des gens qui sortent de prison et forcément le regard qu'on va porter à l'ex-détenu va être important. Quand on est dans une réflexion où on se dit le gars qui a fait de la prison, il a fait du mal à la société, il le méritait, et puis qu'on commence à le punir encore, et parce qu'il a fait sa peine et qu'il sort, il doit encore payer pour sa peine. Mais on est quoi? On est juge, on est procureur, on est quoi? On ne peut pas favoriser la réinsertion d'une personne en nourrissant le fait que cette personne, parce qu'elle a fait une faute hier, elle est condamnée à payer toute sa vie. À partir du moment où il a fait sa peine, qu'il a payé le prix de ses erreurs au niveau de la société et qu'il est libre, pourquoi le condamner encore? Maintenant, je ne parle même pas du plan spirituel. Une personne qui sort de prison, déjà psychologiquement, c'est déjà dur pour elle. Bien sûr qu'il y a des faits qu'on n'a pas envie d'entendre, bien sûr qu'il y a des faits qui nous rebutent, et ça peut être compliqué pour certains, et pas simplement à la sortie. Parce que quand tu vas en prison pour des faits de viol, il ne faut pas croire que c'est accepté, ça. Oui. Ce n'est pas accepté. Mais tu prends l'exemple d'hommes, je pourrais prendre l'exemple de femmes, d'infanticide, des choses terribles que tu entends. Psychologiquement, déjà, elles sont complètement cassées, démolies, et leur peine, c'est une misère. Bon, enfin. Donc, quand tu sors de prison, que tu as fait ta peine, et je crois que le premier point pour te réinsérer, de toute façon, c'est même pas l'histoire d'être confronté à ta famille, parce que tu as déjà ton noyau familial. Tu as déjà ta femme, tu as déjà tes enfants qui, normalement, t'ont accepté et qui ont fait cette peine avec toi. À moins que, avant ta peine, tout le monde t'ait abandonné, normalement, tu as eu ta femme qui t'a accompagné ou ton mari qui t'a accompagné, parce qu'il y a des femmes qui font de la prison aussi, il faut le savoir. Bien sûr. Ok. Et puis, donc, c'est ça le premier socle. Ensuite, tu vas te réinsérer, tu vas trouver un boulot. Maintenant, oui, il faut expliquer un blanc sur un CV. Oui, c'est compliqué parfois de se valoriser lorsqu'on a été enfermé et appelé par son matricule. Il y a un travail qu'il faut faire, qu'il faut effectuer, mais il faut de la volonté. Et je dis souvent aux détenus, la même fougue, la même niaque que vous avez mis pour faire des bêtises, maintenant vous allez la mettre pour construire votre vie, pour vous réinsérer. Mais je pense qu'au-delà des mots, ce qui motive une personne, c'est je vais me battre pour mes enfants, je vais me battre pour ma femme, ils sont venus me voir en prison, on a pleuré ensemble, et maintenant je vais leur montrer qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Et il y en a plein qui font ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein qui se réinsèrent. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que à l'église, tout le monde a un passé, mais tout le monde a un avenir avec Dieu. Amen. Et on n'est pas tous parfaits, même si on n'a pas tous fait de la prison, on est loin d'être parfaits. Amen. C'est ça, exactement. Merci
Merci Yanis pour ta réponse. Et du coup, Théophile, toi, est-ce que c'était difficile de voir que, par exemple, ta femme ou tes enfants recevaient des critiques, étaient jugés par rapport aux actions que tu avais pu faire? Pour cette question-là, bon, au fait, moi, quand je n'ai jamais eu de problème particulier par rapport au regard. Okay. Ouais, parce que j'assumais quand je rentrais et quand je sortais. J'assumais quand je rentrais et quand je sortais. Quand on parle de... Pour moi, à mon avis, hein, il y a des cas où la réinsertion est quasiment impossible. La réinsertion est quasiment impossible. Moi, si je n'avais pas rencontré Dieu, là où j'étais, je n'aurais pas changé. J'aurais vieilli avec ma bêtise, sincèrement. Donc, la preuve, quand elle a fait son micro-trottoir, elle a vu que la majorité, ils ont dit non, il n'y a pas de la réinsertion en tant que telle. Si tu ne rencontres pas Dieu, je sais pas. Bon, il y a des cas. Comme il dit, la bonne nouvelle, il y a des gens qui arrivent à se réinsérer. Mais ce n'est pas des gens qui sont marqués vraiment par la prison. Parce que quand la prison elle te marque, c'est au fer rouge. Et c'est vrai que j'ai eu des sentiments de remords par rapport à ce que ma famille pourrait endurer par rapport à tout ça. Mais ça ne m'a pas vraiment stoppé quoi, dans mon élan. Voilà. Et moi, c'est Dieu qui m'a fait la grâce. Parce que sa miséricorde durera toujours. Voilà. Dans mon cas. Chacun a son cas. Bon, bien sûr. Merci beaucoup, Théophile. Du coup, dans toute cette histoire, il y a quelqu'un qui intervient dans vos vies. C'est Jésus, tout simplement. Il intervient et il vous sauve, en fait. Il sauve votre cœur, il sauve votre âme, il sauve toute votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est intervenu? Toi, Yanis, c'était en prison, du coup, comme tu nous le disais. Alors, oui, c'est en prison. Premier contact avec le message de l'Évangile au travers de mon épouse. Après, je donne ma vie à Christ, je sors. Et Dieu va m'aider à me réinsérer. Premièrement, je vais me réinsérer au travers de la Bible. Ma vraie identité, ce n'est pas celle que les hommes m'ont attribuée, c'est celle que Dieu m'accorde. Je suis une créature de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas né pour arpenter le chemin de l'iniquité. Je ne suis pas né pour voler, je ne suis pas un alcoolique, je ne suis pas un drogué, je ne suis pas tout ça là. Non, je suis une nouvelle personne. Et je suis un père, je suis un mari, et je vais vivre la parole de Dieu. Et Dieu me dit qu'avec lui, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je vais laisser les mains de Dieu me recycler, me retaper, me changer et me réinsérer au point où aujourd'hui, finalement, je vois le regard, puisque tu posais la question à Théophile par rapport à ses enfants. Moi, je suis fier de montrer aux gens ce que Dieu a fait dans ma vie. Et quand des journaux viennent faire un reportage sur moi, forcément, il y a des conséquences. Parce que j'ai des enfants qui sont grands. Et j'ai des camarades qui viennent voir mes enfants. « Ah, ton père, il a fait de la prison. Il a fait du star. » Mais pour mes enfants, c'est une opportunité de leur montrer ce que Dieu a fait dans sa vie, dans ma vie. Donc, moi, je suis fier de cette vitrine, en fait. Bah oui. Je suis fier parce que je sais que, en fait, je sais qui je suis et je sais les valeurs que je transporte. Et même quand les gens où j'habite dans un village reculé voient des émissions sur moi, il y a un contraste. Mais ouais, c'est Dieu qui m'a changé. Donc, vous voyez que c'est possible de changer. C'est possible de se réinsérer. Et c'est possible de sortir de prison en mode échec et de laisser Dieu nous construire dans une vie meilleure. Donc c'est possible. Donc voilà, je ne suis pas dans un style de vie. Ce que je suis, c'est ce que Dieu a fait de ma vie. Amen. Et aujourd'hui, je suis le mot réinséré, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est d'être ce que tu dois être aux yeux de Dieu, d'être la personne, d'être la meilleure version de toi-même. Exactement. Amen. Et c'est celle que je présente à la société et c'est celle que je présente aux détenus quand je vais en prison. Amen. La meilleure version de moi-même, c'est celle que Dieu a faite. C'est tout. Merci beaucoup Yannis. C'est vrai que du coup, quand tu vas en prison,
c'est pour vraiment leur dire aussi, soyez la meilleure version de vous-même, donc la version que Dieu avait fait lorsqu'il vous a conçu, en fait, tout simplement. Exactement. Wow, tu as tout compris, Daisy. Merci. Merci, Yannis. Du coup, toi, Théophile, comment ça s'est passé, ta rencontre avec Jésus? Ma rencontre avec Jésus, c'est la plus belle chose de ma vie, la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie. C'est ma rencontre avec Christ. Parce que, comme je disais au début, au préalable, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père a été très influent. Aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus. Et justement, c'est à sa mort que j'ai commencé à avoir ces blessures-là. J'avais plus de repères, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, je connaissais Dieu, j'avais les bases. Je connaissais l'école du dimanche, tout ça et tout. Mais je n'étais pas converti. Et c'est-à-dire en 2017, 18, ouais, mai 2018, je suis parti à Abidjan. Je suis parti à Abidjan pour un business. J'ai mon neveu qui fait de la musique là-bas, qui est une star, Ariel Chéné, qui est une star en Côte d'Ivoire, tout ça et tout. Donc il m'avait invité parce que je voulais le manager avec mes frères, tout ça et tout. Je suis parti pour une semaine. Et là-bas, après, il devait avoir son premier concert en live. Et ça s'est très mal passé là-bas, pour moi. J'ai eu des attaques mystiques. Dans la même journée, avant mon départ, avant mon retour sur Paris, j'ai eu des attaques cérébrales, au fait. 2 fois dans la journée. Dans la même journée, vers midi et dans la soirée, où ceux qui étaient présents, ils ont vu des choses pas possibles, mystiquement. Voilà. Et j'étais abattu, j'étais vraiment, j'étais à moitié, j'étais KO. Quand je prenais mon vol, j'étais carrément, j'avais qu'une chose, c'était rentrer en France et appeler ma mère pour savoir ce qui vraiment s'est passé, tout ça et tout. C'est là qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé. Elle m'a dit, normalement, tu ne devais pas vivre. Tu ne devais pas vivre, normalement, tu devais avoir un côté handicapé. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Tu dois te repentir maintenant. C'est le moment, je pense. Parce que Dieu, où il t'a sorti, là, je ne t'explique pas. Toi-même, tu as vécu la chose, tu as vu ce que c'est. Et j'ai commencé à avoir le déclic. Ça a commencé. Et dans la même semaine, je me suis retrouvé, on m'a convoqué. J'étais convoqué. En fait, je suis revenu, j'avais une convocation au commissariat de police de Meaux. Et je suis parti là-bas et ils m'ont incarcéré. Oh là là. J'étais parti à la base pour 6 mois, pour une vieille histoire. Et je suis resté 2 ans, en fait. Et c'est pendant cette peine-là que je me suis vraiment repenti. Je me suis mis à genoux, sincèrement. Parce que la repentance, il faut que ça soit sincère. Bien sûr. Et voilà, donc c'est en prison que j'ai vraiment rencontré Dieu. Et pour rien au monde, je ferai un retour en arrière parce que après le voile est tombé, j'ai vu toutes les années que j'ai perdues, toutes les gens que j'ai pu faire souffrir. Même avec des pardons, tu peux pas te racheter pour ça. Et je savais que j'avais un appel sur ma vie depuis mon enfance, tout ça, j'étais prédestination spéciale. Je ne voulais pas suivre la voie de mon père parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec lui, tout ça et tout. Et voilà. Donc, je remercie le Seigneur, sincèrement. Déjà, de participer à cette émission, c'est vraiment une grâce. Voilà. Donc, je l'ai rencontré en prison et ça a été le plus beau jour de ma vie. Ma mère aussi a été un déclic pour moi, ma femme, mes enfants. Mais on ne peut pas se racheter de tant d'années de souffrance. Il n'y a que Dieu qui peut effacer tout ça et utiliser tous ces malheurs-là pour en faire du bien. Pour les gens. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai écrit un livre. J'ai fini pratiquement le manuscrit. Et il y a un livre sur mon autobiographique qui va sortir d'ici peu, par la grâce de Dieu, pour raconter toute cette histoire-là. On a hâte de pouvoir lire ton livre, Théophile. Merci beaucoup. Franchement, quand je vois vos témoignages, je dis juste la fidélité de Dieu, en fait. C'est la fidélité de Dieu. Et c'est vraiment encourageant pour une personne qui vit ces moments-là de voir à quel point Dieu est fidèle, en fait. On arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à notre émission. Du coup, on a un peu un rituel à la Voix de la Famille. Ça s'appelle les 30 secondes. Je vais vous poser une question et il faudra juste regarder la caméra pour encourager une personne, en fait, à travers une question. On va commencer avec toi, Yanis.
Du coup, il faudra juste que tu regardes la caméra qui est juste là. Et quel encouragement pourrais-tu donner à une personne qui est incarcérée à l'heure d'aujourd'hui et qui est en prison, qui est en train de regarder cette émission? Quel encouragement tu pourrais lui donner pour l'édifier, la fortifier? Je voudrais te dire que, bon, je ne sais pas si tu aimes regarder parce qu'il n'y a pas normalement de réseaux sociaux sur Internet, donc tu n'as pas accès à YouTube, mais disons que tu puisses me regarder par un miracle. Je voulais te dire que tu es dans un endroit qui est un désert. C'est un lieu compliqué, difficile, à la fois physique, à la fois psychique. Tu en as peut-être assez de voir ta famille souffrir, de voir tes enfants pleurer, de voir ta femme ou ton mari pleurer. Tu en as peut-être marre de cette situation. Mais quel que soit ton état, quelles que soient les raisons qui t'ont conduit dans cette prison, il y a un droit, entends-le, il y a un droit que ni les juges, ni les procureurs, ni ces murs crasseux qui t'enferment, ni ta situation ne saurait t'empêcher de faire valoir. C'est de lever la main vers le Seigneur, là où tu es, et de l'inviter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Là où tu es, tu peux dire à Jésus, Seigneur, je veux te confier ma vie. Et à partir du moment où tu prends cette décision, qui quand même sera la plus belle et la plus grande décision de ta vie, tu vas permettre à Dieu d'entrer en scène et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu vas vivre en réalité ce que Théophile a vécu, ce que moi j'ai vécu et ce que tant d'autres ont vécu. Alors n'attends pas demain pour le faire, fais-le maintenant et promptement. Lève ta main vers le Seigneur là où il est et invoque-le. Il va venir à ta rencontre. Amen. Merci beaucoup Yanis. Et du coup Théophile, est-ce que tu pourrais regarder la caméra et quel encouragement tu pourrais donner à une personne qui veut se réinsérer mais c'est difficile, c'est compliqué, elle essaye de trouver, je sais pas, du travail, etc. Mais vraiment c'est compliqué, elle n'arrive pas, elle pense qu'elle est condamnée. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Je veux dire à ces personnes qui me regardent ce soir ou cet après-midi qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard déjà. Il n'y a pas de condamnation. Dieu ne condamne pas. Avec Dieu, tout est possible. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Moi, ma situation, j'ai atteint 50 ans dans les geôles de France, un peu partout. Et j'étais sans espoir, j'avais plus d'espoir. Et Dieu m'a tendu sa main. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour tout et chacun. Il suffit de te repentir sincèrement et de croire et de lui faire confiance. Car sa miséricorde dure à toujours. Je vais vous apporter cette parole sincèrement qui est salvatrice. Il n'y a pas d'autre solution. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup Théophile. Vraiment, j'ai espoir et je prie que tout simplement cette émission ait pu édifier une personne, édifier une famille et que quelqu'un soit fortifié en fait derrière cette émission. Donc on arrive à la fin. Merci à vous trois d'avoir été ici. Merci pour vos témoignages et votre participation. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de la Famille. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous passez par ces moments-là. Peut-être c'est difficile, peut-être vous avez besoin qu'on prie pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Place à la famille. Place à la famille.